de l'actualité mondiale. La communauté internationale doit avoir le courage de résoudre cette guerre dont l'origine est connue. C'est la volonté du Rwanda de piller les ressources minières de la République démocratique du Congo et d'étendre son espace vital à l'est de la RDC. Voilà en résumé le discours de vérité que le président Félix Tshisekedi a tenu devant 2 panels de décideurs et d'observateurs avertis ce vendredi à Munich. Nous laissons aujourd'hui un pays redessiner les frontières de l'Afrique par la force. Qui sera le prochain? Quel sera le prochain territoire contesté? Quelle nation subira à son tour les conséquences de ce dangereux précédent? Il est temps d'agir. La République démocratique du Congo est un État souverain et comme tout État souverain, elle a le droit et le devoir de défendre l'intégrité territoriale et de protéger son peuple. Face à l'agression qui nous est imposée, nous userons de tous les moyens à notre disposition pour restaurer la paix et garantir la sécurité de notre nation. Je le dis encore ici, nous n'accepterons plus que notre pays serve de champ de bataille aux ambitions prédatrices de certains de nos voisins. Nous ne tolérerons plus que nos ressources stratégiques soient pillées au profit d'intérêts étrangers, sous le regard complice de ceux qui se nourrissent du chaos. Bref, pour résoudre cette guerre, les dirigeants du monde connaissent la solution. Seul leur manque la volonté politique de mettre en œuvre des sanctions ciblées contre le régime de Kigali. Ceux qui se taisent se mettent debout pour réagir. Parce que se taire, il risque d'être considéré comme être complice de la barbarie qui sévit actuellement en République démocratique du Congo. Donc je compte sur chacune et chacun d'entre vous ici qui a le moindre petit pouvoir, soit de passer un message ou soit de prendre une décision à son petit niveau, quel qu'il soit. Ce serait une contribution symbolique, une contribution qui apporterait peut-être des solutions au drame que vivent nos populations à l'est de la République démocratique du Congo. Concernant un éventuel dialogue direct avec le M23, le chef de l'État a été clair. Il s'agit d'un leurre et d'une option impossible. Ce n'est pas une question d'ego, une question d'orgueil ou d'arrogance lorsque nous refusons de parler directement avec le M23. D'abord, la première raison, c'est parce que le M23 a massacré des populations et a bombardé des camps de déplacés où il y avait des femmes et des enfants. Ils ont été massacrés. Donc pour nous, c'est un mouvement terroriste. Et on ne négocie pas, on ne discute pas avec les terroristes. La deuxième raison, c'est parce qu'il y a le processus de Nairobi. Le processus de Nairobi règle la question des groupes armés. Et donc, le M23 étant un groupe armé, il est logé à la même enseigne que tous les autres groupes armés évoluant en République démocratique du Congo. Et il doit avoir le même traitement, donc il doit rentrer dans ce cadre. La troisième raison, c'est parce que le M23 est un mouvement, j'allais dire, qui est vide de contenu. C'est en fait le M23 est une sorte de paravent que le Rwanda met, mais en réalité, derrière, c'est l'armée rwandaise et donc le Rwanda qui se bat. La preuve de ce que je dis, c'est que dans le processus de Luanda en Angola, nous avons discuté avec le Rwanda. Si le Rwanda n'avait rien à voir dans ce conflit, pourquoi est-ce qu'il répondait aux invitations des dictateurs pour discuter avec la République démocratique du Congo? Et enfin, c'était aussi l'occasion de démasquer la vraie nature de l'AFC, l'autre composante de la rébellion. Je n'ai absolument pas l'impression que l'opposition qui a pris les armes, qui a fomenté avec le Rwanda ce coup contre la République est dans son bon droit. D'ailleurs, la preuve, c'est que les vrais commanditaires se cachent
Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais il ne l'avoue pas, il n'assume pas ses actions. Il y a donc deux composantes de la coalition qui attaquent la République démocratique du Congo. D'un côté, les terroristes du M23, une coquille vide et une marionnette du Rwanda. De l'autre, l'AFC, une création de Joseph Kabila. Voici les deux facettes du mal qui veut détruire la République démocratique du Congo. Mais ils ne réussiront pas leur œuvre macabre, car le peuple congolais ne se laissera pas faire. La défense de la patrie est un devoir sacré. Bien avant, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec l'envoyé spécial du président américain en charge des missions spécifiques, Richard Grenay, sur la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Encore une fois, Blandine Zovo et Faustin Massola ont signé ces reportages. Retenez bien ce visage, car c'est celui du ministre européen le plus clair et déterminé sur la question des sanctions à prendre contre le Rwanda. Maxime Prévost, c'est son nom. Il est vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement de la Belgique. Il a été reçu ce vendredi en audience par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en marge de la conférence de Munich sur la sécurité internationale. Tout comme il l'avait fait récemment devant les parlements belges et européens, aujourd'hui en face du président Tshisekedi, le chef de la diplomatie belge a réitéré son soutien à la République démocratique du Congo et a fermement condamné l'agression menée par Kigali et ses alliés terroristes du M23. Écoutez, j'ai souhaité rappeler au président Tshisekedi toute notre préoccupation par rapport à la situation à l'est du Congo, avec cette violation de l'intégrité territoriale du Congo que nous condamnons, et redit également notre indignation quant au rôle du Rwanda qui effectivement en sous-main vient soutenir le M23. La Belgique a de longue date condamné cette posture. Je le fais à nouveau et je veillerai d'ailleurs à solliciter qu'au-delà de l'indignation en parole, on puisse aussi joindre les actes par des gestes concrets. La démarche de la Belgique est loin d'être isolée, car l'on constate que l'option de sanctions ciblées contre Kigali convainc de plus en plus d'autres capitales européennes. Pour Maxime Prévost, il s'agira d'abord de déclencher la suspension du dialogue politique et sécuritaire avec le Rwanda et ensuite d'annuler le protocole d'entente sur les premières critiques entre l'UE et le Rwanda. Du reste, pas plus tard qu'hier, le Parlement européen, dans une très large majorité, a adopté une résolution pour demander la suspension aussi de l'accord sur les minerais. Je pense qu'on doit pouvoir envisager une large palette d'actions et de sanctions et j'ai moi-même d'ailleurs demandé, dès lors que je suis également en charge pas seulement des affaires étrangères mais également de la coopération au développement, que l'on puisse analyser dans quelle mesure mettre un terme aussi au programme de coopération au développement que la Belgique entretient maintenant avec le Rwanda, parce qu'il faut que la pression diplomatique, que la réaction internationale s'intensifie pour s'assurer d'un réel cessez-le-feu sur place. Plus tôt dans la journée, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu Richard Grenay, envoyé spécial du président américain Donald Trump en charge des missions spécifiques. Ces échanges ont porté sur la paix, la sécurité et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Et en marge du sommet de l'Union africaine, le Conseil de paix et sécurité s'est réuni à Addis Abeba en Éthiopie, réunion à laquelle a pris part la première ministre Judith Suminwa Tuluka, représentante du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La chef de l'exécutif national a condamné l'agression dont est victime la République démocratique du Congo de son voisin le Rwanda. C'est un reportage de Chimène Dondo, Pompomba et Patrick Djokoukou. L'occupation illégale de territoire congolais par les troupes rwandaises sous couvert du groupe terroriste M23 constitue un acte de guerre et une menace pour la stabilité de toute la région, a déclaré la première ministre de la RDC Judith Suminwa Tuluka lors de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine.
Son intervention a résonné comme un cri des cœurs pour la souveraineté de la RDC, résistant à l'agression extérieure et a provoqué une onde de choc, notamment chez le président rwandais Paul Kagame, qui, acculé par ses vérités, n'a eu de choix que de quitter la séance. La chef du gouvernement de la RDC n'a pas hésité à accuser le Rwanda d'engendrer une nouvelle rébellion, l'AFC, visant à renverser le gouvernement congolais. Excellence, Madame et Monsieur les chefs d'État et de gouvernement. L'histoire retiendra ce moment. Sans faire agression d'un État membre en famille, l'Union africaine a-t-elle été à la hauteur de ses principes ou a-t-elle failli à sa mission? Alors que le Parlement européen vient de voter à une écrasante majorité une résolution contraire qui condamne le Rwanda pour sa violation de la souveraineté de la République du Congo, ainsi que son implication dans le pillage et l'exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, assortie de sanctions, y compris la suspension de l'affaire du Rwanda, l'Afrique ne peut pas se permettre d'être spectatrice de sa propre désapplication. Chaque État ici présent sait que l'agression contre un pays aujourd'hui peut devenir la question contre un autre demain. Tolérer cette guerre, c'est ouvrir la porte à d'autres ambitions déstabilisatrices ailleurs sur notre continent. Nous parlons français de l'Afrique qui parle d'une seule voix. Unité africaine, de solutions africaines aux problèmes africains. Mais que valent les principes si lorsque l'un de nous est attaqué, nous choisissons le silence. Alors que le monde africain nous a critiqué. Excellence, la République démocratique du Congo ne payera pas. Mais il est de votre responsabilité d'empêcher que cette guerre devienne un précédent fatal pour toute l'Afrique. Est-ce cela l'Afrique que nous voulons en 2025? Judith Soumina Toulouka a fait entendre la voix de son pays avec une intensité et un engagement décisif, plaçant les enjeux sécuritaires et humanitaires de la RDC au cœur du débat de l'Union africaine. Retour au pays pour parler de ces dossiers qui refait surface et la haute cour militaire tient à faire la lumière sur les conflits intercommunautaires des Yumbi dans les Maïndombe. J'en parlais dans les titres, une manière d'établir les responsabilités et dire le droit pour enfin soulager les victimes vivantes, leurs proches et la mémoire des disparus. Suivez. C'est depuis le 31 janvier 2025 que l'équipe de la haute cour militaire séjourne dans la province du Maïndombe pour mener des enquêtes sur les dossiers des massacres des Yumbi perpétrés du 16 au 17 décembre 2018. Les dossiers opposent le ministère public aux prévenus Mbanga, Manzimi, Nimba, Mpele et consorts. Ceci rentre dans le cadre de l'instruction du dossier en cours dont les audiences en chambre foraine ont été organisées à Yumbi, Nkolo et Bungende où quelques victimes de ces massacres étaient devant la barre l'une après l'autre, visage couvert, en répondant par un code au lieu de leur nom propre pour raison de discrétion, confidentialité et surtout pour leur sécurité. L'huissier de rappeler qu'il y a plus d'une année depuis que ce dossier est en instruction à la haute cour militaire. Plus de 80 détenus attendent leur sort pendant qu'ils sont gardés à la prison militaire d'Indolo depuis plus de 3 ans, jusqu'à là accusés présumés coupables pour participation au massacre, causant ainsi la mort à des milliers de Congolais, de Yumbi, Bungende et Nkolo. Dans les Maïndombe, 3 de ces prévenus sont déjà en fuite et 10 ont obtenu la liberté provisoire. La délégation du colonel Moka de la haute cour militaire s'est rendue aussi à l'hôpital général de référence de Yumbi pour palper la réalité qu'endurent les victimes de ces atrocités. Il est de noter que ces violences ont occasionné des déplacements massifs de la population de la RDC vers le Congo-Brazzaville. Selon la MONUSCO, plus de 500 personnes ont perdu la vie dans tous ces territoires de Yumbi, Nkolo et Bungende. Infrastructure dans la province du Haut-Ouélé, les Panzoro, dans les territoires des Faradjé, s'est effondré hier. Le gouverneur Jean-Bakomit Ogambo a convoqué une réunion d'urgence à son cabinet de travail. Nathalie Mboula Kabea nous en dit un peu plus à travers ses reportages.
Rien ne va actuellement dans les réseaux routiers de la province du Haut-Touélé. Les ponts devenus tous vieux s'écroulent l'un après l'autre et surtout à cause du chargement excessif des transporteurs de bois. Dans la nuit de jeudi 13 à vendredi 14 février 2025, l'unique pont Zoro qui restait vient de subir la loi de l'incivisme des opérateurs économiques. Du coup, les territoires de Dungu et de Faradje sont séparés de celui de Ouacha, rendant ainsi la vie difficile à Isiro. Voilà qui a amené le gouverneur Jean Bakomito à présider d'urgence une réunion de crise à l'intention des membres du comité provincial de sécurité, des ministres provinciaux, des représentants des chambres de commerce, ceux de la société civile et des services publics concernés. Le pont qui vient de s'écrouler encore, le pont Zoro, la province est totalement enclavée. Toutes les voies qui mènent vers Isiro sont coupées et cela va avoir une conséquence terrible sur le plan économique, sur le plan sécuritaire et même sur le plan social. C'est comme ça que nous sommes réunis avec tous les services du gouvernement provincial, les services de sécurité et les autres services pour voir quelles sont les pistes de solutions pour trouver des solutions palliatives. Quelques mesures d'urgence sont prises afin de soulager les souffrances de la population. Nous allons voir comment mettre 2-3 bacs rapidement. Nous allons également dépêcher des équipes sur le terrain pour voir quelques routes de contournement. À dire vrai, nous sommes complètement coupés. Signalons qu'au moment où s'écroulent ces ponts sur la route provinciale 426, les routes nationales 25 et 26 sont aussi coupées d'Isiro à la suite de l'effondrement des ponts Embo et Bomukandi non encore réhabilités. Ituri, l'axe Bunia-Komanda est en pleine réhabilitation. La route nationale numéro 27 et la route nationale numéro 4 les sont aussi des travaux financés par la province et exécutés par l'entreprise Good News Africa. Cédric Kenina nous en parle à travers ses reportages. La RDC est reliée par un réseau routier. C'est le début d'une intégration sous-régionale. Pour ce faire, cette connectivité deviendra réalité une fois que le pays s'appuie sur des partenariats publics-privés solides. L'axe Bunia-Komanda, dans le cadre de la réhabilitation de routes en terre battue sur la RN 27 et RN 4, est une parfaite illustration de ces partenariats. Des Goli à Komanda, territoire d'Irumu, la route sera asphaltée. Des travaux de réhabilitation portés par l'exécutif provincial, exécutés par l'entreprise Good News Africa, basée à Bunia, dans la province de l'Ituri. Nous allons venir voir sur le terrain les capacités techniques, les capacités de l'entreprise qui fait ces travaux-là. Nous avons roulé de 40 à 80 à l'heure, ce sont des commandes qui sont là où nous sommes. Nous sommes satisfaits du fait que le trafic n'est pas coupé, les tronçons répondent. Avec une carrière dans le groupement des Tchéri, qui s'étend sur une surface de 1400 mètres, Good News Africa a été un acteur clé dans la modernisation de l'aéroport de Kisangani et la création de plusieurs emplois au profit des jeunes et autres catégories. Autre chose, une délégation de consultants internationaux en management des projets séjourne actuellement dans la ville de Mbandaka, province de l'Équateur. D'autres précisions à travers ces reportages des Mimi Bosekota et Fiston Bokoua. Reçu en audience par le gouverneur de la province de l'Équateur, Boloko Bolumbu Bobo, ces consultants internationaux en management de projets représentent des firmes qui disposent de fonds pour le développement des États à travers le monde. Au sortir de leur entretien avec l'autorité provinciale, le chef de la délégation, Eli Bena Sagbozé, indique qu'ils ont été consultés par la députée provinciale Boloko Djema Clarisse et sa requête a été approuvée par leur firme. Je suis natif de Mbandaka, de l'Équateur. Je suis accompagné des investisseurs qui sont venus investir ici dans la province de l'Équateur. Les matériels qui doivent prendre le bateau pour arriver. Et le bateau, vous connaissez, ça prend combien de temps? Pour arriver à Matadi et acheminer jusqu'ici, c'est le temps-là qui nous est imparti. Et surtout au peuple de Mbandaka de faire beaucoup confiance à notre gouverneur que les bonnes choses sont en train d'arriver. Et par la grâce de Dieu, tout va s'accomplir. Notons que pour la réalisation de ce projet, le budget s'élève à 10 milliards 600 000 € qui va s'étendre dans l'industrie agro-pastorale, le nouveau aéroport moderne aux standards internationaux, le logement social et l'énergie photovoltaïque.
Accompagné du gouverneur Boloko Bolumbu Bobo, la délégation de ces consultants internationaux en management de projet ont effectué des descentes dans différents sites pour s'enquérir de conditions optimales afin d'ériger des différents ouvrages prévus dans le projet, dont notamment sur le site de Boeka, Lolifa, Bamania, Bolengue et aux alentours de l'aéroport. Cette rente s'est clôturée par une visite guidée à la résidence officielle du gouverneur. Et à Kindu, province du Maniema, un arrêté portant création d'un comité de suivi des prix du carburant à la pompe vient d'être signé par le gouverneur Moïse Moussa Kabwankoubi. Suivez. Le prix du carburant ne sera plus jamais fixé au gré des vendeurs dans la province du Maniema. C'est ce qui ressort de la réunion tenue ce vendredi 14 février 2025 à Kindu par le gouverneur des provinces, son Excellence Moussa Kabwankoubi Moïse, avec le président de la FEC, de l'Association des pétroliers du Congo, APDECO Maniema, du ministre provincial en charge de l'économie et des autorités tant politico-administratives que militaires. Réunion au cours de laquelle a été présenté l'arrêté portant création d'un comité de suivi des prix, des stocks de carburant et mécanismes d'assainissement du secteur pétrolier dans la province du Maniema. Il s'agit de tout un long processus initié par l'autorité provinciale en accord avec les vendeurs de carburant, des élus provinciaux, bref, de toutes les parties prenantes. Le taux de prix d'un litre de carburant est fixé à 6 500 francs congolais, précise le président des pétroliers du Maniema, M. Amadi Mougeni. Nous venons d'avoir un communiqué de l'autorité provinciale fixant le taux, les prix de carburant sur toute l'étendue de la province. Donc le taux est à 6 500 francs. Les 6 500 francs là, ce n'était pas un chiffre du hasard, c'était passé par des calculs rationnels. Donc toutes les parties, toutes les étapes de vente, chaque étape a eu son masse de bénéficiaires. C'est pourquoi on est arrivé à ces chiffres-là de 6 500. Nous demandons à tous les vendeurs et les vendeurs de carburant de tempérer scrupuleusement cette communication ou l'arrêté qui a été signé par l'autorité provinciale, parce que ça ne concerne pas seulement l'autorité. C'est une initiative qui cadre avec le développement de notre province, vraiment. Une satisfaction totale pour les gouverneurs de province. Nous remercions tous les acteurs, surtout les pétroliers, mais il la fin d'une chose que nous sommes commencés. Nous voulons que ça soit appliqué sans faille. Étant donné que c'est la FEC, il a été décidé au Conseil des ministres qui sera désormais chargé de la collecte de toutes les taxes conventionnelles. Une délégation de l'église du Christ au Congo a été reçue par la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini. Suivez cela en images et commentaires. Après l'organisation de la semaine des prières intenses pour la paix à l'est de la RDC, l'heure est à la présentation de la collecte des fonds mobilisés pour soulager les compatriotes meurtris. Le président de l'église du Christ au Congo, section du Lualaba, a été reçu vendredi 14 février 2025 par la gouverneure de province à l'hôtel du gouvernement provincial. La délégation de l'évêque Kassap Ohan est allée présenter le rapport général de la première journée de ses activités spirituelles d'appui au président Tshisekedi, aux forces armées de la RDC et aux compatriotes de la région martyre organisée au mémorial Bishop Katembo de l'église méthodiste unie. Notre pays est en guerre, l'Est du Congo est en guerre. Nous avons nos frères qui meurent, qui sont blessés à l'Est du Congo. Nous devons soutenir ceux qui ont faim, et ceux qui sont blessés, et ceux qui sont en guerre. Le président de l'ECC a encouragé l'initiative de la gouverneure Masuka Saini avant d'inviter le peuple lualabais à soutenir les forces armées de la RDC dans leur bataille contre l'agression rwandaise sous couvert du M23. Je demande à tous les frères et sœurs de la province de Lualaba, surtout de la ville de Kolusi, de continuer de prier pour nos frères de l'Est, de prier pour le président de la République, prier pour le gouverneur, pour que la paix soit dans notre pays. Avant de quitter le cabinet, il a pris un temps de prière pour la province cobaltifère, son peuple et les actions du gouvernement Masuka. Et à Kinshasa, une messe d'action des grâces a été dite en la paroisse Notre-Dame de Fatima. Les familles des compagnons de Patrice Emery Lumumba ont pris part à cette messe. Suivez. 15
15 février 1961, 15 février 2025, 64 ans après, la République démocratique du Congo se rappelle de ses dignes fils, martyrs de l'indépendance. Pour commémorer cet anniversaire, une messe d'action des grâces a été dite samedi 15 février en la paroisse Notre-Dame de Fatima à Gombe, sur initiative de la famille de Christophe Muzungu, l'un des compagnons de Patrice Emery Lumumba. Du haut de la chaire, le prêtre officiant a dans son homélie loué le parcours de ses compagnons de Premier ministre Patrice Emery Lumumba, parmi lesquels figure Christophe Muzungu, qui ensemble a lutté pour l'unité de la RDC, malheureusement assassiné le 15 février à Bakwanga. Présente à cette célébration d'action des grâces, les familles des martyrs de l'indépendance qui ont condamné avec fermeté la guerre d'agression rwandaise, a exprimé Émilie Muzungu, fille de Christophe Muzungu. Pour le professeur Loumedje Loulou, le temps est venu pour pouvoir barrer la route à l'ennemi. Et le deuxième groupe, c'est le groupe Muzungu, Fina, Elengesa, Nzouzi Emmanuel, Yangara, Fataki, Lumbala Jacques, qui ont été assassinés à Bakwanga, Kasengulu, le 15 février. Moi j'aimerais que le peuple congolais, qui apparemment, il y a d'autres qui ne connaissent même pas ces noms, qui ne connaissent pas ces personnes que j'ai présentées aujourd'hui, que le peuple congolais se souvienne d'eux, car parmi eux, il y a eu des gens qui sont partis à Bruxelles lors de la table ronde de Bruxelles pour l'indépendance. Rappelons qu'ils étaient à 8, tous victimes de la chasse à l'homme, déclenchée peu après l'exécution de Patrice Emery Lumumba au Katanga. Dans la province du Katanga, tous ses compagnons ont payé le prix de leur fidélité à cette icône de la lutte indépendantiste. À l'université de Kinshasa, l'apprentissage du mandarin, la langue chinoise, a été lancé hier. D'autres détails dans ce reportage d'Éric Kabamba. Un nouvel horizon s'ouvre à l'université de Kinshasa avec le lancement de l'enseignement de la langue chinoise. Un accord de coopération vient d'être signé entre l'Institut Confucius de l'Académie diplomatique congolaise et l'Université de Kinshasa à la résidence de l'ambassadeur de la République populaire de Chine en RDC, en présence du recteur de cet alma mater, Jean-Marie Kaembe Toumba. Le recteur de l'UNIKIN a exprimé sa fierté d'accueillir cet institut qui représente une opportunité d'enrichissement culturel et éducatif. Nous sommes convaincus qu'il y aura un afflux et peut-être même plus de place à l'école de langue de l'UNIKIN pour apprendre à travers l'Institut Confucius la langue chinoise. Mon rêve est de voir les étudiants congolais qui iraient pour acquérir l'expérience chinoise. Il y a beaucoup à apprendre à la plupart des pays en Afrique. Contentons-nous surtout de notre pays, le Congo, qui en a tant besoin, particulièrement en ce moment. L'ambassadeur chinois Zhao Bin a mis en avant l'importance de cette coopération pour faciliter l'apprentissage du chinois en RDC, renforçant ainsi les liens d'amitié entre les deux nations. Avec la signature de cette coopération dans l'enseignement supérieur universitaire, l'UNIKIN fait un grand pas vers l'internationalisation de l'éducation à Kinshasa. Revenons sur la situation dans la partie est de la République démocratique du Congo. Un appel à l'enrôlement massif des jeunes dans les rangs des FARDC a été lancé par le coordonnateur de la nouvelle génération pour l'émergence du Congo, Nojek, David Matunga. Suivez. La mobilisation ne faiblit pas face à l'agression rwandaise. Les Congolais de tous bords sont de plus en plus debout pour défendre la patrie face à cette guerre injuste. Devant ces jeunes du district de Lukunga, David Mutunga, coordonnateur de la nouvelle génération pour l'émergence du Congo Nojek, parti cher au ministre d'État en charge de la justice Constant Mutamba, est venu sensibiliser et réveiller l'essence patriotique de cette jeunesse. Dans son discours, il a appelé ces jeunes à s'enrôler massivement au sein de l'armée. Le message a été clair pour aujourd'hui, c'était de sensibiliser la jeunesse congolaise, particulièrement la jeunesse de Lukunga et de Ngalema, et s'adhérer massivement au FARDC ainsi qu'au Wazalendo. Nous le savons tous que nous étions agressés et nous, la jeunesse congolaise, on s'est dit qu'on ne peut pas laisser comme ça. Nous devons être réunis et de soutenir les FARDC. J'ai aussi appelé à l'unité nationale parce que ce n'est pas question d'une seule personne, mais ça concerne tous les peuples congolais. Et un peuple uni est un peuple qu'on ne peut pas leur détruire.
C'est pour cela que nous étions là, pour montrer notre unité. Avec ces discours interpellateurs, ces jeunes ont promis de prêter main forte au président et aux autres institutions du pays pour le retour définitif de la paix dans la partie est de la RDC. C'est la fin de ce journal de Jacques Gabouaba Bamungou Minasedouga, réalisé par Monique Mavungu et Papingi Namaou. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Cédric Enina revient à 20h pour la suite de l'actualité. Bonsoir.